Bonjour tout le monde, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, très bien, je suis vraiment désolé pour le retard. Alors, c'est dû à un empêchement. Alors, je fais un petit rappel de ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a commencé le deuxième chapitre, qui est le chapitre relatif à la politique monétaire. OK? Donc, alors, dans ce chapitre-là, donc, j'avais précisé qu'on va procéder de la manière suivante. On va d'abord commencer par la politique économique, ensuite ses composantes qui sont la politique budgétaire, hein, et la politique monétaire. OK? Alors, pendant la séance précédente, on avait déjà précisé qu'il y avait deux approches diamétralement opposées, deux approches théoriques, deux courants de pensée. Alors, on a l'approche classique et néoclassique et on a l'approche keynésienne. Alors, la dernière fois, on avait précisé que l'approche classique ou l'approche néoclassique, c'est un courant de pensée, hein, qui prétend que la monnaie est passive, c'est-à-dire que la monnaie, elle est neutre, c'est-à-dire que la monnaie n'exerce pas d'influence, d'impact, hein, sur le marché. OK? Donc, pour les classiques, pour les néoclassiques, le marché, c'est un marché qui est automatiquement équilibré, qui est automatiquement régulé. Alors que pour l'approche keynésienne, hein, la monnaie est active. OK? Pour l'approche keynésienne, pour le courant keynésien ainsi que le courant néo-keynésien, le marché ne peut pas se réguler automatiquement vu que le marché va connaître beaucoup de déséquilibres et ça nécessite l'intervention de l'État pour réguler, hein, le marché. OK? Donc là, on est en train de parler en général de la politique économique. Donc, on a distingué le courant de la monnaie passive, de la neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie est neutre, elle ne va pas exercer d'influence, elle ne va pas exercer d'impact. On a le courant de la monnaie active, c'est-à-dire que, hein, la monnaie peut impacter, pour avoir un impact sur le marché. Donc, vu qu'on parle de régulation automatique par le marché, c'est-à-dire que le marché ne nécessite pas une intervention de l'État. On n'a pas besoin, hein, d'intervention d'un agent externe au marché. Et depuis, on n'a pas besoin que l'État intervienne dans le marché pour le réguler. Et donc, dans cela, on va se demander quel est le rôle de l'État. Et depuis, on va dire que le rôle de l'État, c'est, hein, un rôle de l'État gendarme. On va le nommer un État gendarme. OK? C'est quoi un État gendarme, on a dit? C'est un État qui va se limiter à assurer les fonctions régaliennes. OK? Un État gendarme, c'est un État qui va se limiter aux fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est l'ensemble des attributions relatives à la justice et à l'armée. Quand on va parler de la justice, c'est interne, ok? C'est interne au pays, c'est la justice, c'est tout ce qui est interne. Quand on va parler de l'armée, c'est externe. OK? Ici, interne, donc il faut défendre les citoyens les uns les autres, OK? C'est tout ce qui est équité interne. Et l'armée, c'est la défense du pays contre peut-être des ennemis externes. OK? Alors, dans le courant des classiques, on a parlé de Adam Smith. Donc, c'est Adam Smith ici que vous voyez au niveau de la photo. Alors, selon Adam Smith, il nous disait que le système, c'est un système qui ne peut être déséquilibré. Le système économique, c'est un système qui ne peut être déséquilibré. OK? Et donc, vu que le système ne peut être déséquilibré et que c'est un système qui va s'auto-équilibrer, qui va s'auto-réguler, qui va se réguler automatiquement, on n'a pas besoin de l'intervention d'un agent externe. Et depuis, on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. OK? Donc, on va prétendre que c'est un système qui ne va pas connaître de déséquilibre, c'est un système qui va se réguler automatiquement jusqu'à 1929.
1929, c'est l'année où on va remettre en cause le courant classique. Okay? Pourquoi on va remettre en cause le courant classique? Parce que le courant classique nous disait que le système économique, c'est un système qui ne peut pas connaître de déséquilibre, alors qu'en 1929, on va connaître le déséquilibre du système. Et depuis, le déséquilibre du système de 1929 signifie que la théorie classique est une théorie qui est fausse. C'est un système qui connaît des déséquilibres, qui connaît des crises, et depuis, il faut l'intervention d'un agent externe pour réguler le marché. OK? Donc, on va revenir à ce que disait Karl Marx. Karl Marx, lui aussi, il disait que le système capitaliste, c'est un système qui est déséquilibré. Okay? Donc, selon lui, c'était un système qui est déséquilibré. Pourquoi? Parce que, selon lui, c'est un système qui contient deux classes sociales. La classe prolétaire, tabaqal prolétariat, et la classe capitaliste, tabaqal rasmaliya. Okay? Donc, la classe prolétaire, c'est la classe qui détient la force du travail, c'est la main-d'œuvre, et la classe capitaliste, ce sont les richards, ce sont les riches qui détiennent les moyens de production. C'est la force du capital. Donc, les capitalistes, ils détiennent le capital, les rois, alors que les prolétaires, ils détiennent la force du travail. C'est la main-d'œuvre. OK? Donc, et c'est là, on va mettre l'accent sur la théorie de John Maynard Keynes, alors qui nous disait que la monnaie est active car elle est déséquilibrante. Et depuis, la monnaie va déséquilibrer le système. Vu que la monnaie est active, cela va conduire à des crises de système. OK? Et depuis, la solution, selon Jean-Magnard Keynes, c'est quoi? C'est quoi la solution pour essayer de réguler le marché? C'est l'intervention de l'État. Et depuis, il va dire le contraire du courant classique. Il va dire qu'on nécessite l'intervention de l'État, nécessite l'intervention d'un agent externe pour réguler le marché. OK? Donc, pour Jean-Magnard Keynes, un État interventionniste. Okay? C'est un État qui va intervenir au niveau de la demande. C'est un État qui va intervenir au niveau de la demande pour essayer d'accroître la demande. Donc, il faut essayer d'accroître la demande des ménages, la demande des entreprises qui vont investir, qui vont produire, mais on va aussi accroître la demande de l'État. Et c'est là, on va parler d'un État qui est investisseur, on va parler d'un État producteur. Pourquoi? Parce que l'État va investir, il va acheter les grandes entreprises. Donc, l'État va devenir un acteur dans le système. Et on va aussi parler d'État comme consommateur, vu que l'État va consommer des produits et des services. Donc, maintenant, on parle de l'État, des bons de commande, des marchés publics, etc. Donc, l'État ici, c'est un consommateur. Le prestataire de ces services-là, ce sont les entreprises. Et on va parler aussi d'État comme protecteur social, vu que c'est à l'époque de après 1929 qu'on va voir pour la première fois la naissance de ce qu'on appelle le SMIC, le salaire minimum garanti. OK? Donc, pour récapituler, on a parlé d'une période avant la crise de 1929, où régnait le courant de pensée classique, qui stipulait que le système économique, c'est un système qui est automatiquement équilibré et qui ne nécessitait aucunement l'intervention d'un agent externe. Okay? Donc, après la crise de 1929, on va mettre l'accent sur la théorie de John Maynard Keynes, qui va nous dire que il y a la nécessité de l'intervention de l'État. Et on ne va plus parler d'un État gendarme, comme auparavant qui s'est limité aux fonctions régaliennes, mais on va parler, après la crise, d'un État interventionniste. Okay? C'est-à-dire un État investisseur, producteur, consommateur et un État protecteur social. OK? Donc, on a dit qu'il y a
l'époque avant 1929 et il y a l'époque après 1929. Okay? Avant 1929, le marché était régulé automatiquement, donc la régulation automatique elle était assurée par le marché. Après 1929, la régulation économique était assurée par l'État. Donc ici, il y a l'intervention d'un État, okay, d'un agent externe au marché. Avant 1929, on parlait d'un État gendarme qui n'assurait que les fonctions régaliennes, la justice et la défense du pays, alors qu'après 1929, on va parler d'un État-providence. Okay, c'est un État qui va intervenir pour réguler le marché. Donc, on a parlé aussi de la politique économique. Donc, on a dit que la politique économique, c'est une politique de régulation menée par l'État afin de réaliser un certain nombre d'objectifs. Ce sont des objectifs généralement de croissance, de développement, de protection de l'environnement, etc. Alors, cette politique économique nécessite d'abord, la fixation des objectifs d'ordre économique et deux, la mise en place des moyens pour atteindre ces objectifs. Okay? Donc, c'est d'abord fixer les objectifs et la mise en place des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, pourquoi on va fixer ces objectifs? Pourquoi on va mettre en place des moyens pour atteindre ces objectifs? Donc, si on va essayer de réguler le marché, si on va essayer d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire qu'il y a des défaillances, okay? C'est-à-dire qu'il y a des équilibres. Okay? Et c'est l'intervention de l'État, selon Jean Maynard Keynes, qui va conduire à la lutte contre les différents déséquilibres. On a parlé de ces déséquilibres la dernière fois. On a l'inflation, le chômage et on a le déséquilibre extérieur, ou là, le déséquilibre de la balance de paiement et des échanges extérieurs. Okay? Alors, donc on a essayé de parler des différents types, par exemple, de l'inflation. L'inflation par la demande, l'inflation par les coûts, l'inflation importée, l'inflation structurelle et l'inflation par la monnaie. Okay? Même chose pour le chômage, on a parlé du chômage structurel, on a parlé du chômage conjoncturel. Donc, on a dit que le structurel il est lié à l'incapacité des structures productives, c'est-à-dire les entreprises qui sont en train de produire, ils sont dans l'incapacité de générer de l'emploi, c'est-à-dire ils sont dans l'incapacité d'embaucher de la main-d'œuvre. Et on a un chômage conjoncturel qui est lié à une période de crise. Exemple, la crise du Covid-19. Okay? Donc, la crise du Covid-19 induit à un chômage conjoncturel. Donc, c'est un chômage qui est lié à une période de crise économique qui est passagère. Okay? Donc, on a parlé aussi du déséquilibre extérieur, vu qu'on a une quantité d'importation qui est largement supérieure aux quantités d'exportation et qu'il y a un ensemble de mesures à mettre en place afin d'encourager les entreprises marocaines à exporter, à diversifier leur offre en termes d'export. Donc, toujours dans le cadre de la politique économique, on va continuer aujourd'hui notre cours et on va distinguer entre deux types de politiques. Okay? On a une politique économique structurelle et on a une politique économique conjoncturelle. Okay? Donc, une politique économique structurelle, ça vise le long terme, alors qu'une politique économique conjoncturelle, ça vise le court terme. Okay? Donc, une politique économique structurelle, une politique économique conjoncturelle. Politique économique structurelle, ça vise le long terme. Politique économique conjoncturelle, ça vise le court terme. Okay? Donc, quels sont les objectifs d'une politique économique structurelle? Alors, les objectifs d'une politique économique structurelle, c'est la restructuration des activités économiques et le fait de générer des résultats sur le long terme. Donc, on va essayer de restructurer les différentes activités économiques et on va essayer de générer des résultats économiques sur le long terme. Okay? Donc, c'est les objectifs de la politique économique structurelle. Des exemples de politique structurelle qui étaient adaptés au Maroc,
On a par exemple le plan d'accélération industrielle. C'est une politique qui a été mise par l'État et c'est une politique économique structurelle. Pourquoi? Parce qu'elle vise le long terme. On a le plan émergence, donc le plan émergence qui vise la restructuration de l'éducation et de l'enseignement. On a le plan Maroc vert qui vise le secteur de l'agriculture, à la promotion du secteur de l'agriculture. Et on a le plan Azur qui vise la promotion du secteur du tourisme. Alors, par contre, quand on parle de politique économique conjoncturelle, politique économique conjoncturelle, on peut citer des exemples, politique de revenus, à la politique de prix, à la politique budgétaire et on a la politique monétaire. Alors, contrairement à la politique structurelle, la politique économique conjoncturelle vise le court terme. Donc, ce chapitre-là où on va parler de la politique monétaire, et avant de passer à la politique monétaire, on va parler de la politique budgétaire. Donc, les deux politiques, ce sont des politiques économiques conjoncturelles, c'est-à-dire que ces deux politiques, elles visent le court terme, non pas le long terme. Donc, on parle ici d'une politique économique conjoncturelle. Donc, la politique budgétaire et la politique monétaire, ce sont deux politiques économiques conjoncturelles qui visent le court terme. Alors, quand on va parler des objectifs de la politique économique, donc on va parler d'un certain Nicolas Kaldor. Nicolas Kaldor est un économiste qui a défini ce qu'on appelle le carré magique de Kaldor. Donc, selon Nicolas Kaldor, il y a 4 objectifs de la politique économique. Donc, il y a 4 objectifs de la politique économique. Ces 4 objectifs sont d'abord la croissance, c'est-à-dire l'augmentation du produit intérieur brut, donc augmentation de la croissance économique. Il y a l'objectif du plein emploi, c'est-à-dire le fait d'assurer un plein emploi où tout le monde est embauché, où tout le monde travaille. Il y a l'objectif de la stabilité des prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation ni de déflation. C'est-à-dire que les prix sont stables à un niveau déterminé. Et on a l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, c'est aussi l'équilibre de la balance des paiements et des échanges extérieurs. Donc, une fois on parle de la croissance, on parle du PIB, c'est la croissance économique. Quand on parle du plein emploi, c'est lié au déséquilibre lié au chômage. Donc, l'équilibre extérieur, c'est le déséquilibre de la balance de paiement et la stabilité des prix, c'est pour lutter contre essentiellement l'inflation ainsi que la déflation. C'est les 4 objectifs qui sont connus par les 4 objectifs de Kaldor, ou là, le carré magique de Kaldor, qui sont les objectifs essentiels, les objectifs de la politique économique, de n'importe quelle politique économique. Et là, c'est ces 4 objectifs. Alors, le problème ici, c'est que selon Nicolas Kaldor, on ne peut jamais atteindre ces 4 objectifs en même temps. On ne peut jamais atteindre les 4 objectifs en même temps. Pourquoi? Parce que selon lui, par exemple, si on va essayer d'atteindre une certaine croissance économique, si on va essayer d'atteindre une certaine croissance économique, on va essayer d'injecter de la monnaie, par exemple, dans l'économie, donc ça va conduire à une croissance, oui, à une croissance économique. Pourquoi? Parce que plus il y a de la monnaie, plus les gens vont consommer, plus les gens vont investir,
plus les entreprises vont produire. Si les entreprises vont produire, automatiquement, ça va conduire à l'emploi. Donc, si les entreprises sont en train de produire, donc ils vont recruter de la main-d'œuvre. OK? Mais une forte quantité de monnaie en circulation peut conduire à l'inflation. OK? Et si on a une inflation, une hausse généralisée des prix, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint cet objectif-là, qui est la stabilité des prix. OK? C'est un exemple. Donc, selon Kaldor, on ne peut jamais atteindre les 4 objectifs économiques en même temps. Si on va atteindre 1 ou 2 objectifs, on va échouer pour assurer le 3e ou le 4e en même temps. OK? Donc, en parlant de politique économique, on va parler de cycle économique. Okay? Donc, dans les cycles économiques, on va distinguer 4 cycles. 4 cycles économiques qui sont des cycles récurrents. Ça veut dire quoi récurrent? Ça veut dire que c'est des cycles qui vont se répéter. Okay? C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui va se répéter. Okay? Donc, la première phase du cycle économique, qu'on peut distinguer au niveau d'un cycle économique, c'est la phase de croissance. C'est la première phase. Alors, la phase de croissance, elle est distinguée par quoi? Elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par un accroissement du PIB, un accroissement du produit intérieur brut. Okay? Elle est caractérisée par un accroissement des investissements. Elle est caractérisée par un accroissement de la consommation. Et elle est caractérisée par la baisse du chômage. Pourquoi? Parce que s'il y a un accroissement des investissements, si les entreprises sont en train d'investir de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont recruter de la main-d'œuvre. Ils vont avoir besoin de la main-d'œuvre et depuis, ils vont recruter. Si les entreprises commencent à recruter, donc automatiquement, on va lutter contre le chômage. Et depuis, s'il y a un accroissement des investissements, automatiquement, il y a une baisse du chômage. OK? Elle dit c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la phase de surchauffe. Alors, pendant cette deuxième étape, la phase de surchauffe, l'économie va connaître un ralentissement du taux de croissance. OK? Donc, il va y avoir un ralentissement au niveau du taux de croissance économique. Et une apparition de certains déséquilibres. Exemple de ces déséquilibres, ça peut être des déséquilibres au niveau du marché de l'emploi. De quel équilibre on est en train de parler au niveau du marché de l'emploi? Le chômage. Okay? Vu qu'il y a une baisse dans le taux de croissance économique, automatiquement, on va peut-être licencier des gens. Peut-être qu'on ne va plus recruter les gens comme avant. Et automatiquement, il peut y avoir une hausse dans le taux de chômage. Il peut y avoir aussi des déséquilibres au niveau extérieur, des déséquilibres au niveau de la balance des paiements, au niveau des échanges extérieurs. Pourquoi? Parce que le taux de croissance va diminuer et automatiquement, si le taux de croissance diminue, les investissements diminuent. Si les investissements diminuent et la production diminue, automatiquement, l'offre d'export va diminuer et ça peut causer un déséquilibre au niveau des échanges extérieurs. Comparaison entre la quantité importée et la quantité exportée de produits et de services. C'est ce qu'on a vu là la dernière fois. Okay? Donc, en ce qui concerne la troisième étape, liée à la phase de récession ou bien la phase de crise, c'est une phase qui va connaître une baisse du produit intérieur brut. OK? Une baisse du produit intérieur brut et une baisse des investissements. Si les investissements baissent, automatiquement, le chômage va augmenter. Pourquoi le chômage va augmenter? Parce que si les entreprises n'investissent plus, donc ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre.
Donc, ils ne vont plus recruter comme avant. Donc, il pourrait y avoir des licenciements. Donc, automatiquement, il va y avoir un accroissement dans le taux du chômage et depuis, il peut y avoir une aggravation des déséquilibres extérieurs. Vu que si l'investissement diminue, automatiquement la production va diminuer et automatiquement l'offre en termes d'export va diminuer, ce qui va peut-être aggraver, impacter négativement les déséquilibres extérieurs. OK? Donc, quand on parle de PIB, il faut distinguer entre le PIB et le PNB. OK? Donc, le PIB, c'est le produit intérieur brut, alors que le PNB, c'est le produit national brut. Alors, en ce qui concerne le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la production qui est faite dans le territoire marocain. OK? Donc, ça peut être des entreprises externes, ça peut être des multinationales qui sont installées au Maroc. Donc, là, ils sont pris en compte dans le produit intérieur brut. Alors que le PNB, c'est le produit national brut. Donc, ça n'inclut que les entreprises, les opérateurs marocains, que ce soit ils opèrent euh, dans le territoire marocain ou bien hors territoire marocain, mais ça doit être des entreprises marocaines. OK? Donc, après cela, on a la quatrième et la dernière phase du cycle économique, c'est la phase de reprise. OK? Donc, cette phase de reprise, c'est une phase de remise de l'économie sur le sentier de croissance. OK? C'est la phase où on va lutter pour essayer de relancer l'activité économique. C'est la phase où on va lutter contre la crise pour essayer de relancer l'activité économique. OK? Donc, si on va schématiser le cycle économique, on peut dire que il y a la phase de croissance. Ici, c'est la phase de surchauffe. C'est une phase normalement de stagnation. OK? Et on a après la phase de crise ou bien la phase de récession. Et on a après la phase de reprise. OK? La phase de reprise ou la phase de remise de l'économie. OK? Donc, on a 1, et on a 2, et on a 3, et on a 4. OK? Donc, la phase, c'est une phase qui connaît une forte croissance en termes d'investissement, en termes de baisse de chômage, de consommation, etc. La phase, c'est une phase qui connaît une certaine stagnation au niveau de l'accroissement des investissements, etc. C'est-à-dire on avait un taux de croissance, par exemple, qui était on va dire, de 3%, par exemple. Ici, là, on va avoir un taux de croissance qui est de 1% peut-être. OK? Donc, là, le taux de croissance va diminuer. OK? Et ici, c'est là la phase de récession ou bien de crise. Donc ici, on ne parle on peut pas parler de croissance économique. Et là, c'est la phase de lutte contre la crise. C'est la phase où on va essayer de relancer encore l'activité économique. Alors, toujours en parlant de cycle économique, on va distinguer quelques auteurs en parlant de cycle économique. Donc, on a le premier auteur qui est Kondratiev. Donc, selon Kondratiev, il distingue des cycles économiques entre 40 ans à 60 ans. OK? On a Kuznets qui distingue des cycles entre 10 à 25 ans. On a Juglar qui distingue des cycles de 10 à 15 ans. Et on a Kitchin qui distingue des cycles économiques de 3 à 4 ans. Okay? Donc, on a des cycles de 40 à 60 ans, selon Kondratiev. On peut avoir des cycles de 10 à 25 ans, selon Kuznets. On peut avoir des cycles économiques de 10 à 15 ans, selon Juglar. Et on peut avoir des cycles économiques de 3 à 4 ans, selon Kitchin. Donc,
quand on va parler de la politique économique, okay, quand on va parler d'une politique économique, alors on a dit qu'une politique économique, c'est une politique qui nécessite la fixation d'un certain nombre d'objectifs ainsi que la mise en place d'un certain nombre d'objectifs. Okay. Mais la question qui se pose, quelle est la politique qui est adaptée, quelle est la politique économique qui est adaptée, qu'on peut adopter. Okay. Est-ce qu'on doit normalement adopter des politiques de relance? Est-ce qu'on doit appliquer des politiques d'austérité, etc. Okay, donc, ici, je reviens au carré magique de Caldor. Okay, donc, je reviens au carré magique de Caldor. Donc, selon Caldor, on ne peut jamais atteindre les 4 objectifs en même temps. Okay? Donc, l'objectif ici de la politique économique doit être défini dès le départ. Est-ce qu'on va viser la croissance économique? Est-ce qu'on va lutter contre l'inflation? Est-ce qu'on va assurer un équilibre extérieur? Est-ce qu'on va lutter contre le chômage? Okay? C'est pour ça qu'on a dit que dans une politique économique, on a parlé, on a dit qu'une politique économique, dans une politique économique, on doit définir les objectifs. Alors, c'est pour cela que les États vont mettre en place ce qu'on appelle une politique de stop and go. Okay? C'est ce qu'on appelle des politiques de stop and go. Des politiques de stop and go, ça veut dire la politique de stop, c'est l'adoption d'instruments de diverses natures permettant de réduire le déséquilibre et de lutter contre la récession. C'est-à-dire que quand il y a la phase de crise, OK, on ne va pas appliquer la même politique que quand on a une phase de croissance, par exemple. OK? Alors que la politique économique qui doit être mise en place, ça dépend de la phase du cycle économique. OK? Ça dépend de la conjoncture, ça dépend du contexte environnemental et ça dépend du terrain. Ça dépend du pays, bien sûr. OK? Donc, on va distinguer entre 2 politiques qui sont une politique de stop et une politique de go. C'est ce qu'on appelle une politique de stop and go. Donc, la politique de stop, c'est le contraire d'une politique de go. Okay? Donc, la politique de stop, c'est quoi? C'est un instrument de diverses natures qui vise la lutte contre la récession, la lutte contre la crise. Donc, c'est une politique de rigueur, c'est une politique d'austérité. OK? Généralement, on va appliquer cette politique de rigueur ou cette politique d'austérité comme ça, pour lutter contre, par exemple, l'inflation, pour lutter contre le déficit budgétaire. OK? Parce que quand il y a une hausse généralisée des prix, économiquement parlant, même si ce n'est plus le cas ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une forte quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'éponger à la monnaie en circulation pour qu'on revienne à une certaine stabilité des prix. Donc, l'État, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va appliquer une politique de rigueur ou là, une politique d'austérité. On va essayer d'éponger la monnaie existante ou là, qui circule au niveau du marché. Okay? Exemple de politique de rigueur, on a la hausse de la fiscalité. Okay? Donc, par la hausse de la fiscalité, l'augmentation des impôts, l'État vise à éponger la monnaie en circulation. Donc, on va diminuer le pouvoir d'achat des agents économiques.
OK? À travers la hausse de la fiscalité, on peut aussi lutter contre le déficit budgétaire de l'État. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle la maîtrise des dépenses publiques, dans le but de réduire le déficit. De l'autre côté, on a une politique de go. Une politique de go, c'est une politique qui permet la relance de l'activité économique. Ce qu'on va appeler aussi une politique expansive ou bien une politique expansionniste. De la politique, ça vise quoi exactement? Ça vise d'encourager l'investissement, d'encourager la production et d'encourager la consommation. Donc là, l'État va agir à travers différentes politiques. Donc ici, quand on parle par exemple de politique conjoncturelle, l'État va à travers la politique monétaire peut-être injecter de la monnaie dans le marché afin d'encourager la consommation, afin d'encourager la production. Mais l'État risque de tomber aussi dans ce cas, dans le cas de la hausse des prix. Donc, c'est le déséquilibre lié à l'inflation. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut toujours appliquer des politiques de stop and go. Il faut injecter de la monnaie là où il faut l'injecter. Il faut essayer d'adopter une mesure de rigueur pour essayer de lutter contre la crise. Donc, tout dépend de la phase du cycle économique, tout dépend de la conjoncture, tout dépend du terrain, du contexte dans lequel on est en train d'opérer. Donc, on va distinguer d'abord la période qui est depuis l'année 1929. Okay, donc, on a parlé de la période avant 1929, donc avant la crise de 1929. Il y avait le courant classique qui régnait. Donc, le courant classique, il disait qu'on avait un système qui était automatiquement équilibré, le marché était automatiquement régulé et donc le marché ne nécessitait pas l'intervention d'un agent externe, ne nécessitait pas l'intervention de l'État. Avant 1929. Après la crise de 1929, il y aura la théorie de John Maynard Keynes, donc c'est le courant keynésien et néo-keynésien, qui va mettre l'accent sur l'intervention et le rôle important de l'intervention de l'État dans la régulation du marché. Donc, avec l'intervention de l'État, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, donc on va connaître une forte croissance économique. On va connaître une forte croissance économique. Donc, on va connaître des résultats économiques très satisfaisants, des résultats économiques très positifs. Donc, de la régulation, de la forte croissance ou les résultats positifs en termes économiques, ils sont atteints à travers la régulation du marché du travail. Donc, l'État, elle a régulé le marché du travail et à travers le développement du secteur social. Donc, on a parlé tout à l'heure du SMIC, le salaire minimum garanti. C'est ce qu'on appelle maintenant des acquis sociaux. Donc, on a développé le secteur social et on a essayé de réguler le marché du travail. On a régulé le marché du travail, donc on a lutté contre le chômage et on a essayé de développer le secteur social. Donc, à de la période après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on va appeler les 30 années glorieuses. Donc, il faut se rappeler c'est une période qui était influencée par le courant keynésien. C'est une période qui était influencée par le courant keynésien. C'est une époque qu'on va appeler les 30 années glorieuses. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une période où on a connu des résultats positifs en termes d'objectifs économiques. Donc, après cela, on va arriver au début des années 70, les années 1970. Alors là,
on va connaître un ralentissement des taux de croissance. Alors, il faut faire très attention maintenant parce que là, on est en train de raisonner en termes de cycle économique. Donc, douina ala wahed le cycle avant 1929, ok? C'est un cycle qui était dominé par le courant de pensée classique. Le courant de pensée classique, comme quoi le marché, il est automatiquement équilibré, il est automatiquement régulé, ça ne nécessite pas l'intervention de l'État ni d'un autre agent externe. Ok? Donc, à l'époque, avant 1929, on a un État gendarme qui assurait uniquement les fonctions régaliennes. Après 1929, on a le courant keynésien qui stipulait que l'État doit intervenir pour réguler le marché. Parmi les réalisations du courant keynésien, c'est la régulation du marché du travail et la lutte contre le chômage, essayer d'atteindre des taux élevés d'emploi, et on a mis en place ce qu'on appelle le SMIC, le salaire minimum garanti. Donc, on a développé le secteur social. Donc, à l'époque, elle est connue par le nom des 30 années glorieuses, 30 années de gloire, parce qu'on a connu une forte croissance économique. Donc, c'est le deuxième cycle. Okay? Donc, le premier cycle, les Hua avant 1929, ok? On a le deuxième cycle, les Hua après 1929, c'est les 30 années glorieuses. On a le troisième cycle, qui va commencer dans les années 1970. Donc, alors, à la fin des années 60, les années 68, on va connaître un ralentissement. Donc, là, c'est les années 68. Ok, on va connaître un ralentissement des taux de croissance. Ok, on va connaître l'apparition des tensions sur le marché du travail et on va y avoir des déséquilibres inflationnistes. Ok, donc je reviens à mon explication des cycles économiques. Donc, si je veux schématiser, je nous tout à l'heure, donc on a un premier cycle, c'est un cycle de croissance. Ok, on a un deuxième cycle. C'est un cycle de stagnation ou un cycle de surchauffe. OK? On a un troisième cycle, le cycle de crise ou bien le cycle de, de, de récession. Et après, on a un quatrième cycle, le cycle de lutte contre la crise. On va essayer de relancer l'activité économique. OK? Alors, très bien. Donc, les 30 glorieuses, on était au niveau de quel cycle? Les 30 glorieuses, on était au niveau de cette phase. OK? Donc, c'est les 30 glorieuses. Et là, je vais revenir, on a dit qu'on avait une forte croissance. OK? Donc, c'est la phase des 30 glorieuses. Donc, à la fin des 30 glorieuses, les années 1968-69, donc on a commencé à connaître un ralentissement des taux de croissance, apparition des tensions sur le marché du travail, des équilibres inflationnistes. Donc, on est passé à la phase 2 et à la phase 3. OK? Donc, on a passé à la période de surchauffe et à la période de crise. Donc, on a commencé à avoir un ralentissement d'abord des taux de croissance et après, on a commencé à voir l'augmentation de tension sur le marché du travail. Qui dit tension dans le marché du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation du chômage, OK? Déséquilibre inflationniste, ça veut dire hausse généralisée des prix. OK? Ça veut dire hausse des prix. C'est les tensions inflationnistes. OK? Donc, dans le début des années 1970, et vu qu'on est passé à une période de surchauffe liée à la phase 2, l'IF9, un cycle économique, et la phase 3, c'est-à-dire que c'est bon, le cycle touche à sa fin. Et là, dans cette période-là, liée à la phase 4, on va essayer de relancer
l'activité économique, c'est là on va essayer de penser à un autre instrument, à d'autres mesures. OK? Et c'est là on va voir un renouveau du libéralisme. OK? Donc, on va essayer de revenir peu à peu aux théories classiques et néoclassiques. C'est-à-dire que le marché hein, doit se réguler automatiquement. Donc, on va remettre en cause l'État-providence. Donc, ce qu'on appelle l'État-providence. C'est-à-dire, est-ce que l'État doit vraiment intervenir ou pas? Okay? Le renouveau du libéralisme va être chapeauté par l'économiste Milton Friedman. Milton Friedman, il va réussir à convaincre à l'époque Margaret Thatcher, qui était à la tête du Royaume-Uni, et de Donald Reagan, qui était le président des États-Unis. Donc, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, ils vont appliquer, ils vont mettre en place un système économique qui est basé sur le libéralisme. Donc, le renouveau du libéralisme va être caractérisé par la promotion de la finance en matière de régulation. Et c'est là où on va promouvoir ce qu'on appelle la déréglementation du marché. On a vu cela au niveau du premier chapitre, la déréglementation financière. Okay? À l'époque du renouveau du libéralisme, donc après les années 1970, la finance va connaître une promotion à travers la déréglementation. Donc, c'est la régulation de la finance à travers la déréglementation financière. OK? Donc, on va essayer de déréglementer peu à peu le marché financier. Donc, on a vu cela au niveau du premier chapitre afin d'encourager plus l'investissement ainsi que la production et la consommation. Donc, ce qu'on peut dire de cette époque où on a vu un rayonnement du libéralisme, c'est que cette époque-là a pu atteindre une forte croissance, des résultats très satisfaisants en termes de croissance économique. Okay? On a connu des résultats qui sont très satisfaisants en termes de croissance économique, alors que sur le plan social, on avait des résultats négatifs. OK? Donc, contrairement aux réalisations qu'on a pu voir durant les années qu'on a appelées les 30 glorieuses, OK? Donc, on avait une forte croissance économique, mais on avait aussi un développement du secteur social. Il y avait des acquis sociaux. Donc, au niveau du renouveau de libéralisme, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils ont perdu ces acquis sociaux. Et il y avait des résultats sociaux qui étaient négatifs. OK? Donc, et ça a resté le cas jusqu'à la crise de 2008. Donc, on est resté dans un libéralisme, si on puisse le dire, jusqu'à l'année 2008. L'année 2008, c'est l'année où on va remettre en cause le libéralisme encore une fois. Okay, donc, il va y avoir une révision des politiques économiques ainsi qu'une remise en question du libéralisme. Cela va conduire au retour vers l'intervention de l'État, ce qu'on appelle l'interventionnisme. Mais cette fois-ci, il va y avoir une supervision contrôle du marché et c'est une intervention qui va être
quantitative, mais aussi qualitative. C'est-à-dire, est-ce que l'État doit intervenir? Oui. Mais comment peut-on améliorer l'intervention de l'État? Comment peut-on améliorer la qualité de l'intervention de l'État? Comment peut-on intervenir mieux? OK? Donc, depuis la crise de 2008, on va mettre l'accent sur l'intervention de l'État. Et depuis 2008 jusqu'à maintenant, on va mettre encore l'accent beaucoup plus sur l'intervention de l'État, surtout avec la crise du Covid-19. Alors, la crise du Covid-19 a nécessité l'intervention de l'État. Donc, par exemple, au Maroc, ça a nécessité des subventions de l'État vis-à-vis, par exemple, des entreprises. Des subventions de l'État pour les individus qui ont perdu leur emploi, par exemple. Okay? Donc, il y avait un ensemble de mesures qui étaient mises en place par l'État. Donc, il y avait une intervention quantitative, mais qualitative. Donc, on a essayé d'aider l'ensemble des personnes qui ont peut-être perdu temporairement leur emploi ou dont l'activité a temporairement diminué. Okay? Là, c'est un exemple d'intervention de l'État. Okay? Donc, on a encore mis l'accent sur le rôle interventionniste de l'État, sur ce qu'on appelle un État-providence. OK? Donc, je récapitule ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, on a vu d'abord un premier cycle, les lois avant 1929. On a vu un deuxième cycle après 1929 qu'on a appelé les 30 Glorieuses. On a vu un troisième cycle, les lois après les années 70, où il y avait un renouveau du libéralisme. Et on a vu un quatrième, si on puisse le dire, un quatrième cycle, les lois de 2008 jusqu'ici, okay, où on va prôner une intervention de l'État, mais ça va être aussi une intervention qualitative que quantitative. Donc, on a vu des exemples de cycles économiques, on a vu des exemples de phases dans les cycles économiques. On a vu la phase 1, la phase 2, une phase 3 et la dernière phase liée à la phase 4. Donc, la phase 1, c'est une phase de croissance. La phase 2, c'est une phase de stagnation ou la phase de surchauffe. Et on a la phase de 3, c'est la phase de crise où il y a une hausse de chômage, une baisse de la croissance, etc. Et on a la dernière phase, il y a la quatrième phase, on va essayer de lutter contre la crise et de relancer l'activité économique. Et c'est pour cela que l'État, généralement, doit switcher entre une politique de stop et une politique de go. Parce que l'adoption d'une politique de stop ou une politique de go, ça dépend de la conjoncture économique. Il faut toujours étudier l'état de l'économie pour savoir est-ce qu'on va appliquer une politique de relance pour relancer l'économie, pour encourager la consommation, la production et l'investissement, ou bien on doit appliquer une politique de rigueur et une politique d'austérité afin de lutter peut-être contre le déficit budgétaire, afin de lutter contre l'inflation ou autre déséquilibre. Donc, quand on va se poser la question, quelle politique doit-on adopter? Est-ce une politique conjoncturelle? Est-ce une politique structurelle? Tout cela dépend du contexte environnemental. OK, donc, le fait, on ne peut pas choisir entre politique conjoncturelle et une politique structurelle, mais cela dépend de la conjoncture, ça dépend du contexte environnemental, ça dépend du pays dans lequel on est en train d'opérer. OK?
Okay? On peut appliquer deux politiques à la fois. On peut appliquer en même temps une politique conjoncturelle ainsi qu'une politique structurelle. Okay? Donc, ça dépend des phases et ça dépend des cycles économiques. Okay? Donc, il y a des périodes où l'État va appliquer des politiques de rigueur et d'austérité, et il y a des périodes où l'État va appliquer des politiques de relance. Il y a des périodes où on va appliquer des politiques structurelles sur les longs termes, et il y a des périodes où on va appliquer des politiques conjoncturelles, ça dépend de la conjoncture. OK? Donc là, on ne distingue pas entre est-ce qu'il faut adopter une politique conjoncturelle ou là une politique structurelle. Donc, on peut adopter les deux en même temps, ou bien on peut adopter uniquement une des deux. Donc, maintenant, on va passer à la politique budgétaire. OK? Donc, on va passer maintenant à la politique budgétaire. Alors, la politique budgétaire, elle poursuit trois objectifs. Alors, une politique budgétaire poursuit trois objectifs. Premier objectif, allocation optimale des ressources. Okay. Donc, l'État a un budget. Okay. Et ce budget-là, il faut essayer de l'allouer. Donc, ce budget-là, où est les ressources? Okay. Dès qu'on parle de budget, on parle des ressources de l'État. Donc, il faut essayer d'allouer de manière optimale ce budget de l'État ou ces ressources de l'État. Il faut essayer de redistribuer de manière optimale les revenus. Et il faut essayer de stabiliser la conjoncture économique que nous vivons. Il faut essayer de stabiliser la conjoncture économique. Donc, un pays peut vivre plusieurs conjonctures. Okay? Donc, et la politique qu'on va adapter, elle dépend bien sûr de la conjoncture qu'on est en train de vivre. OK? Les objectifs, les trois objectifs, ils dépendent de quoi? Ils dépendent bien sûr de la phase dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est dans une phase de croissance économique? Est-ce qu'on est dans une phase de surchauffe ou là de stagnation? Est-ce qu'on est dans une phase de récession ou là on est dans une phase qui est la dernière phase? Il y a la phase de lutte contre la crise. OK, donc les objectifs, ils sont liés à la phase. Est-ce la phase 1? Est-ce la phase 2? Est-ce la phase 3? Est-ce la phase 4? Selon chaque phase, on va déterminer quel objectif on doit poursuivre selon la conjoncture qu'on est en train de vivre. OK? Donc, la politique budgétaire a un ensemble d'instruments. Parmi ces instruments, on a d'abord les recettes de l'État. Donc, les recettes de l'État qui sont principalement des recettes fiscales, les lois, l'impôt. L'impôt, bien sûr, qu'on paye, par exemple, l'IR, l'impôt sur le revenu, l'IS, l'impôt sur les sociétés, etc. Donc, il y a différents types d'impôts. Les impôts représentent les recettes principales de l'État. Okay. On a les dépenses. Donc, on a des dépenses de fonctionnement et on a des dépenses d'investissement. Des dépenses de fonctionnement, c'est des dépenses que va faire l'État pour fonctionner, pour assurer le fonctionnement des instances relevant de l'État. Et il y a des dépenses d'investissement. On va investir dans des chantiers, par exemple. Okay.
quand on va investir dans des entreprises étatiques, par exemple. La deux, c'est des dépenses d'investissement et non pas de fonctionnement. Et on a, troisièmement, le dernier instrument, et le troisième, qui est la dette publique. Okay? La dette publique représente aussi un instrument de la politique budgétaire. OK? Donc, une question qu'on peut se poser ici pour essayer de relancer l'activité économique au Maroc, bien sûr. Est-ce que le Maroc a-t-il intérêt à s'endetter? Est-ce que le Maroc a-t-il intérêt à s'endetter? Donc, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Donc, quand on parle de dette publique, de plus, on est endetté, de plus, c'est quand on a de plus un déficit budgétaire, ok? C'est-à-dire que les recettes ne recouvrent pas les dépenses. Les dépenses, bien sûr, on parle des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. De plus, l'État va investir, de plus, l'État va investir, ça va aider à relancer l'activité économique. OK? Donc, pour augmenter les dépenses en termes d'investissement, l'État a le choix de hausser, d'augmenter les recettes de l'État, les recettes fiscales, les impôts. Mais si on va augmenter les recettes de l'État, l'impôt, ça va diminuer le pouvoir d'achat des agents économiques, ça va diminuer le pouvoir d'achat des citoyens. Et là, l'impôt, le pouvoir d'achat, il va diminuer. Et automatiquement, si le pouvoir d'achat va diminuer, est-ce que les gens vont consommer? Non. Est-ce qu'ils vont épargner? Non. Est-ce qu'ils vont investir? Non. OK? Il a par exemple l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Est-ce que les entreprises vont investir? Non. Est-ce qu'ils vont produire? Non. Est-ce qu'on va connaître une croissance économique? Non. OK? Donc, il a les recettes, par exemple. OK? C'est à travers l'augmentation de l'impôt. Mais si on va augmenter les recettes de l'État, c'est pour essayer d'augmenter les dépenses en termes d'investissement. Mais le problème que pour augmenter avec l'investissement, on risque de diminuer le pouvoir d'achat. OK, et depuis, la solution pour l'État, c'est le recours à la dette publique. C'est le fait de s'endetter afin de pouvoir augmenter l'investissement, okay? Afin de pouvoir couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on gagne par la dette publique? On ne va pas augmenter les recettes de l'État. Donc, ما نطلعوش les impôts, ما نقصوش من القدرة الشرائية, من le pouvoir d'achat d'un citoyen ou d'un agent économique. Donc, l'agent économique, il va garder son pouvoir d'achat. Et en plus de ça, on va augmenter l'investissement. Donc, on va encourager l'investissement et la croissance économique à travers la dette publique. Okay. On va me dire, par exemple, que la dette publique, ça reste une dette qu'il faut la rembourser, qui va rembourser les générations futures, etc. Bien oui. Alors aujourd'hui, normalement, si vous allez à une banque pour avoir un crédit, et vous êtes étudiant, donc la banque, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire automatiquement non.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas des preuves qui garantissent que vous allez rembourser avec le crédit. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On ne prête de l'argent qu'aux riches. OK? Parce que les riches, c'est eux qui savent comment investir leur argent, comment gagner de l'argent. Et depuis, avec les riches, quand ils vont partir à la banque va dire automatiquement, oui, j'accepte de vous donner un crédit parce que je suis sûr que vous allez rembourser avec le crédit, parce que vous êtes quelqu'un de riche qui a de l'expérience, qui sait où investir son argent. Donc ici, c'est la même chose. Si on accepte à donner un crédit au Maroc, c'est-à-dire que le Maroc, il est en bonne santé financièrement parlant. Parce que normalement, est-ce qu'on va accepter à donner un crédit à un État qui est déficitaire? Bien sûr que non, parce que le risque qu'il ne rembourse pas le crédit est un risque qui est très élevé. Automatiquement, personne ne va accepter de lui prêter de l'argent. OK? Mais la condition ici de s'endetter, parce que c'est un crédit qu'on va devoir rembourser avec de l'intérêt, c'est qu'il faut s'endetter, mais qu'avec la dette, ou le montant de dette, ou de crédit, il doit servir la création de richesse. Donc, la dette publique doit servir la création de richesse. Dette publique doit servir la création de richesse. Et c'est avec la création de cette richesse qu'on pourra rembourser la dette sans toucher aux recettes de l'État, sans toucher aux impôts et sans toucher au pouvoir d'achat du citoyen ou là de l'agent économique. Donc le problème est il y a la dette, mais c'est l'utilisation de la dette. C'est l'utilisation optimale de la dette. OK, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, l'objectif d'une politique budgétaire, c'est d'intervenir dans l'économie à travers la détermination et la réalisation de certains objectifs économiques. C'est intervenir dans l'économie à travers la détermination et la réalisation de certains objectifs économiques. Okay. Ces objectifs économiques, ils vont nécessiter des moyens financiers. Donc, vous vous rappelez, quand on a parlé d'objectifs économiques, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut fixer des objectifs économiques, il faut mettre en place des moyens. Donc, les objectifs économiques, c'est un, deux, mettre en place des moyens pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, on a les objectifs économiques de la politique budgétaire, supposons qu'on les a définis. Deux, on a besoin des moyens financiers. Qui détient les moyens financiers? C'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui va déterminer les moyens financiers. Et c'est là qu'on va parler de politique monétaire. OK, donc vous voyez maintenant qu'on ne peut pas parler de politique budgétaire sans parler de politique monétaire, on ne peut pas parler de politique économique sans parler de politique budgétaire et politique monétaire. OK? Donc, c'est pour cela qu'on va dire qu'il devra y avoir toujours un consensus entre politique
budgétaire et politique monétaire, qu'il devrait y avoir toujours une cohésion entre une politique budgétaire et une politique monétaire. OK? Ça veut dire quoi? De la cohésion, c'est ce qu'on appelle la policy mix. Si vous entendez parler de policy mix, une politique mixte, une politique économique mixte, c'est-à-dire qu'il y a une cohésion entre la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique budgétaire, elle est déterminée par qui? Par le gouvernement. La politique monétaire, déterminée par qui? Par la Banque centrale, Banque El Maghreb. OK? Donc, si on veut une cohésion entre les deux, entre la politique budgétaire et la politique monétaire, alors il faut y avoir une cohésion entre les deux, le gouvernement et la Banque centrale. Donc, en parlant du cas de Maroc, il faut un accord et une cohésion entre qui? Entre l'Athmani et entre Abdelatif Jouari. L'Athmani, il représente le gouvernement. C'est le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et M. Abdelatif Jouari, il représente la Banque centrale. OK? Parce que quand on va parler d'allocation optimale des ressources, de la redistribution des revenus et de la stabilisation de la conjoncture, donc on a besoin de moyens financiers. Et les moyens financiers, ils sont déterminés, ils sont mis en place par la Banque centrale. Donc là, il faut y avoir une cohésion entre gouvernement et banque centrale. Et depuis, il faut y avoir une cohésion entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il va définir la politique budgétaire indépendamment de la Banque centrale. Et la Banque centrale, il va définir la politique monétaire indépendamment du gouvernement. Donc, quand on parle de politique monétaire, c'est une politique qui est mise en place par la Banque centrale indépendamment, de façon indépendante, sans peut-être sans se mettre d'accord avec le gouvernement. Le gouvernement, lui aussi, il va mettre en place une politique budgétaire sans se mettre d'accord peut-être avec la Banque centrale. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le rôle très important de la policy mixte, de la politique économique mixte, qui va assurer un consensus entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc, on passe à la politique monétaire. Donc, la politique monétaire, c'est quoi? C'est d'abord une composante de la politique conjoncturelle. C'est une politique conjoncturelle de court terme. C'est un certain nombre d'actions qui ont pour but de réaliser certains objectifs, et cela grâce à des objectifs monétaires. C'est la mise à disposition de l'économie d'une certaine quantité de monnaie à un certain prix. Donc, on va mettre à la disposition de l'économie une certaine quantité de monnaie à un certain prix. Et depuis, on va dire que les instruments de la politique monétaire sont la quantité de la monnaie ainsi que le coût de la monnaie. La quantité de la monnaie en circulation et le coût de la monnaie, ce qu'on a appelé le prix de la monnaie. Donc, la quantité de monnaie et le coût de la monnaie, ils vont impacter le niveau de l'activité économique. Donc, la quantité de monnaie ainsi que le coût de la monnaie, ils vont impacter le niveau de l'activité économique. Donc, on a parlé pendant le premier semestre du fait d'injecter de la monnaie au niveau de l'économie, etc. Donc, ça impacte le niveau de l'économie. Bien sûr, qu'est-ce qui contrôle la quantité de la monnaie ainsi que le coût de la monnaie? C'est la Banque centrale. Et comme on l'a précédemment dit, de façon indépendante, sans accord avec le gouvernement.
Et c'est pour ça qu'on a préconisé la policy mixte comme une politique qui est adéquate, vu que les deux instances vont se mettre d'accord. Okay. Le but de la politique monétaire, c'est le fait de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. Quels sont les objectifs économiques? On en a parlé, ce sont les objectifs définis par Kaldor, le carré magique de Kaldor. Équilibre extérieur, augmentation du taux de croissance du produit intérieur brut, le plein emploi et la stabilité des prix. Qui sont les mêmes objectifs de la politique monétaire. C'est-à-dire que les objectifs de la politique monétaire, ce sont les mêmes objectifs de la politique économique. Je reprécise, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les objectifs définis par Kaldor, ce sont des objectifs qui sont irréalisables en même temps, qu'on ne peut pas réaliser l'ensemble des objectifs qu'on a définis tout à l'heure en même temps. Ça, c'est le carré magique de Kaldor. OK? L'IGNA, c'est un équilibre extérieur, stabilité stabilité des prix. On a la croissance, c'est-à-dire le PIB, et on a le plein emploi. Donc, on ne peut pas atteindre tous ces objectifs en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits d'objectifs. L'augmentation de la croissance économique peut induire à la baisse ou à l'augmentation du déséquilibre extérieur. La mise en place des politiques anti-inflationnistes peuvent causer la diminution de la croissance économique. Et ainsi de suite. Donc, sur ce, la séance d'aujourd'hui